Rapport annuel de gestion de l'Institut Raymond Dewar pour l'année 2012-2013. Mot du président du conseil d'administration et la direction générale. Chères lectrices et lecteurs, l'année 2012-2013 a été une année de transition pour l'IRD. Suite au départ à la retraite de M. François Lamarre, en mars 2012, la nouvelle directrice générale, Mme Maryse Saint-Onge, est entrée en fonction le 14 mai 2012. La période d'intérim a été brillamment assumée par Mme Martine Patry, directrice des services professionnels et de réadaptation, et nous tenons chaleureusement à la remercier et la féliciter pour tout le travail accompli. Dès le début de l'année, plusieurs enjeux se sont présentés. Un premier concernant la situation financière de l'organisation. À l'instar des autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, nous devions faire face à des mesures de compression budgétaire importantes suite à la loi 100 et aux mesures d'optimisation mises en place pour les établissements de la région de Montréal. Historiquement, l'IRD a toujours eu une santé financière excellente et a réussi à fermer les années en équilibre. Afin d'atteindre cet objectif cette année, nous avons élaboré un plan d'action en collaboration avec l'ensemble des employés. Grâce au travail de tous, nous avons atteint l'équilibre budgétaire une fois de plus, et ce, sans diminuer l'offre de services à notre clientèle. De plus, nous avons un enjeu important en lien avec l'évolution des besoins de la clientèle, ce qui se traduit par une pression majeure sur la capacité de l'établissement à répondre à ses besoins selon les standards d'accès établis. Cette évolution en service de réadaptation est aujourd'hui à un tournant de son développement, lequel nous incite à des réaménagements physiques conséquents et à une révision de nos façons de faire. Des décisions concernant les espaces physiques et l'organisation des services devront être prises dans un avenir rapproché. Afin de répondre aux orientations ministérielles, nous devions également compléter notre planification stratégique 2012-2015. Compte tenu de tous ces éléments, nous avons choisi de pousser notre réflexion afin d'obtenir un éclairage approfondi sur le plan clinique avant de prendre des décisions. Dans ce contexte, nous voulions une projection des volumes d'activité d'ici 10 ans, ainsi qu'une analyse de leur impact sur les ressources humaines, matérielles et financières. Afin d'être en cohérence avec notre approche humaniste, nous avons impliqué notre clientèle, nos employés et nos partenaires dans toute cette démarche de réflexion. C'est à partir de ces projections et des éléments recueillis lors de notre démarche d'agrément que nous avons élaboré notre planification stratégique 2012-2015. Cette planification se veut un portrait des enjeux réels auxquels devra s'attarder l'IRD pour les 2 prochaines années. Le 14 février 2013, nous avons obtenu notre certificat d'agrément qui reconnaît la qualité de nos services. L'IRD est un des premiers établissements à recevoir un 4e certificat d'agrément. Notre organisation maîtrise donc les hauts standards de qualité exigés par le Conseil québécois d'agrément. Parmi les forces qui nous sont reconnues dans l'excellence des résultats des sondages effectués, notons une satisfaction élevée de la clientèle et des employés. Ayant en cœur que cette démarche reste centrée sur la personne, nous nous sommes investis dans un projet pilote qui vise l'application de 2 approches qualité. Le Conseil québécois d'agrément et l'approche centrée sur la personne, Plan Tree. Nous nous sommes mobilisés à faire une place de choix aux usagers, aux employés et aux partenaires. Merci à tous pour ces beaux résultats. C'est le travail en équipe qui nous permet de poursuivre ce travail de qualité. Nous nous engageons à poursuivre l'amélioration de nos pratiques pour que l'expérience des personnes en démarche chez nous soit la meilleure possible. Un autre dossier important cette année était la continuation des étapes en vue d'obtenir une désignation universitaire avec nos partenaires du consortium des établissements membres du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation, le CRIR. Le dossier est à son sprint final.
Les démarches sont complétées. Il ne reste qu'à finaliser la rédaction des documents pour un dépôt au ministère en juillet 2013. Depuis 1984, la Fondation Surdité et Communication accompagne l'Institut Raymond Dewar dans la réalisation de sa mission. Encore une fois cette année, l'événement bénéfice, En scène 2012, nous a permis de ramasser des fonds pour soutenir des projets qui favorisent le développement des services de réadaptation, mais qui supportent aussi le développement des connaissances. Merci à nos administrateurs bénévoles de l'IRD et de la Fondation Surdité et Communication, ainsi qu'aux donateurs. Comme vous pouvez le constater, l'année 2012-2013 fut marquée par un nombre important de défis qui ont nécessité l'implication de tous, les membres de la direction, les gestionnaires, ainsi que les équipes cliniques, administratives et de soutien. Sans eux, nous n'aurions pu atteindre ces résultats. Merci aussi à nos usagers, leurs proches et nos partenaires, qui sont des acteurs essentiels à l'accomplissement de la mission de l'IRD. Et c'est signé M. Luc M. Malo, président, et Mme Maryse Saint-Onge, directrice générale. Déclaration de fiabilité des données contenues dans le rapport de gestion de l'établissement et des contrôles afférents. À titre de directrice générale, j'ai la responsabilité d'assurer la fiabilité des données contenues dans ce rapport annuel de gestion, ainsi que des contrôles afférents. Les résultats et les données du rapport de gestion de l'exercice 2012-2013 de l'Institut Raymond Dewar décrivent fidèlement la mission, les mandats, les responsabilités, les activités et les orientations stratégiques de l'établissement. Également, il présente les objectifs, les indicateurs, les cibles à atteindre et les résultats. Également, il présente des données exactes et fiables. Je déclare que les données contenues dans ce rapport annuel de gestion, ainsi que les contrôles afférents à ces données, sont fiables et qu'elles correspondent à la situation telle qu'elle se présentait au 31 mars 2013. La directrice générale de l'établissement, Maryse Saint-Onge. Code d'éthique et de déontologie du conseil d'administration. Le Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration est disponible et accessible à la Direction générale, au service des communications, ainsi qu'au Centre de documentation de l'Institut Raymond Dewar. Par ailleurs, on le retrouve également à la fin du présent rapport, de la page 56 à la page 59, 53 articles décrivent le Code d'éthique et de déontologie du conseil d'administration. Au cours de l'année 2012-2013, le comité d'éthique n'a reçu aucune plainte. Conseil d'administration 2012-2013. Vous retrouverez à la page 8 du rapport la composition du Conseil d'administration 2012-2013. Mission, vision et valeurs de l'IRD. Mission de l'IRD. L'Institut Raymond Dewar est un établissement du réseau public de la santé et des services sociaux du Québec. Centre plurirégional de réadaptation, spécialisé et surspécialisé en surdité et en communication, l'IRD est affilié à l'Université de Montréal et associé à l'Université du Québec à Montréal et au Cégep du Vieux-Montréal. La mission de l'IRD comprend 4 volets. 1. La prestation de services régionaux et supra-régionaux pour les personnes ayant une déficience auditive ou une déficience du langage. 2. La formation professionnelle et l'enseignement collégial et universitaire. 3. La recherche, notamment la recherche appliquée. 4. L'évaluation des technologies et des modes d'intervention. Les mandats. L'Institut Raymond Dewar a comme premier mandat d'offrir des services de réadaptation dans les régions de Montréal et de Laval pour la clientèle sourde, malentendante,
sourds aveugles ou présentant un trouble de traitement auditif. Dans la région de Montréal, des services sont également offerts aux enfants et aux jeunes adultes ayant une déficience du langage. De plus, l'IRD assume la prestation des services psychosociaux courants spécifiques aux personnes sourdes gestuelles. Une vocation suprarégionale s'ajoute au rôle de l'IRD pour certains services surspécialisés pour tout l'ouest du Québec, et ce, en collaboration avec les centres de réadaptation en déficience physique régionaux. Ces services ont trait à la clientèle ayant reçu un implant cochléaire, à la clientèle sourde aveugle, à la clientèle utilisant le langage gestuel et les aides de suppléance à l'audition. Vision de l'IRD. En partenariat avec les usagers et la communauté, l'IRD se veut une organisation reconnue pour son leadership en réadaptation spécialisée et surspécialisée en déficience auditive et du langage. Les valeurs de l'IRD. Les valeurs institutionnelles de l'IRD servent de guide dans la relation à autrui, les gestes et les prises de décision au quotidien. 4 valeurs. 1. L'ouverture, par l'accueil et l'écoute. La sensibilisation aux paroles, aux émotions, aux gestes, aux idées. L'attention portée aux besoins de l'autre et en toute conscience de sa différence. 2. L'engagement, par notre contribution active et responsable, dans chacune de nos actions, de nos interventions et de nos réalisations, envers notre clientèle et nos collègues, envers nos partenaires et la communauté. 3. La qualité, par notre constant souci du bon geste au bon moment, la cohérence de nos actions et de nos paroles, la recherche continue de connaissances et de compétences. 4. Le partage, par notre présence à l'autre, en toute confiance, coopération et entraide. Caractéristiques de la population. On retrouve un tableau d'information à la page 10 du rapport annuel. L'organigramme. On retrouve un tableau explicite à la page 12 du rapport annuel. Tableau des résultats et des engagements à atteindre. On retrouve également un tableau à la page 13 du rapport annuel. Données statistiques significatives. Les clients desservis au total pour l'année 2012-2013, 4 854 clients. En déficience auditive, de ce nombre, on retrouve 3 967 clients, alors qu'en déficience du langage, on retrouve 887 clients. D'autres informations détaillées se retrouvent dans un tableau à la page 14 du rapport annuel. Direction des services professionnels et de réadaptation. L'année 2012-2013 fut marquée par l'implication de tous, incluant la clientèle dans les démarches de qualité réalisées au sein de l'établissement, soit l'agrément québécois et l'élaboration du plan clinique, duquel a découlé le plan stratégique 2012-2015. Parallèlement à ces démarches, les équipes ont travaillé très fort à la consolidation de la nouvelle structure des programmes et services. De plus, des efforts constants des équipes programmes et services ont été nécessaires pour atteindre les résultats souhaités dans un contexte d'optimisation. Nul doute que tous se sont mobilisés, assurant ainsi le maintien de l'accès selon les standards, au-delà des cibles émises par le ministère, un maintien du nombre de clients desservis et une grande satisfaction de la clientèle à l'égard des services reçus. À souligner, l'augmentation notable de la clientèle desservie ayant un trouble de langage. Le sujet qualité-performance
fut une préoccupation importante au cours de l'année 2012-2013. Les gestionnaires l'ont traité autant en réunion d'équipe qu'en supervision avec chaque intervenant. On assiste ainsi à une augmentation des heures de prestation de services par rapport au nombre d'heures travaillées comparativement à l'année 2011-2012. L'offre de services, ainsi que les modalités mises en place pour répondre aux besoins de la clientèle, les continuums de services et la complémentarité de services font l'objet d'analyses régulières afin de maintenir, voire d'améliorer la qualité des services tout en augmentant la performance de l'établissement. De façon plus spécifique, 2 projets d'analyse de processus ont été amorcés, un au sein du service des aides techniques et l'autre au programme Surdicécité. Tout au long de l'année, les gestionnaires assurent un suivi de l'attente des usagers pour obtenir les services requis par ces derniers. Encore cette année, la collaboration interprogramme s'est fait bien sentir. En effet, plusieurs intervenants n'ont pas hésité à répondre à des appels ou se sont d'eux-mêmes proposés afin de prêter main forte et aider à la diminution du temps d'attente ou à l'allègement de la tâche de collègues dans d'autres programmes. Préoccupé par l'utilisation optimale des ressources, un comité de travail se penche actuellement sur la réalisation d'une politique et d'une procédure visant la gestion de la présence des usagers aux interventions dans le respect des valeurs de l'établissement et la responsabilisation de tous les acteurs dans ce processus. En lien avec l'expérience usagée, vous trouverez dans les lignes qui suivent les faits saillants des programmes et services. Collaboration du service des aides techniques de l'IRD avec le Centre de réadaptation en déficience physique, la Maison, dans le transfert des services vers l'Abitibi pour une desserte régionale mise en place le 1er avril 2013. Formation donnée par un psychologue et une audiologiste du programme 0-12 ans, la réadaptation d'enfants âgés de 6 mois à 2 ans présentant une déficience auditive. Cette formation, dans le cadre de la mise en place du programme universel de dépistage néonatal de la surdité. Programme de stimulation cognitive, pré-COG, auprès d'un groupe parents-enfants au préscolaire en partenariat avec l'école Saint-Enfant-Jésus, école désignée en déficience auditive. Le programme adolescent, jeune adulte, déficience auditive, déficience du langage et bégaiement a continué le développement de son expertise clinique en déficience auditive et déficience du langage et bégaiement et a procédé à la mise à jour de sa programmation. Un projet de salle de thérapie de groupe multifonction avec des technologies de pointe a été réalisé avec la Fondation Steve Forgette et la Fondation Surdité et Communication pour le programme Langage et troubles de traitement auditif et le programme Adolescent, jeune adulte et bégaiement. Lancement de Info-implant IRD. Courriel destiné à informer notre clientèle de la clinique de programmation de l'implant cochléaire, de toute nouveauté pouvant leur être utile. Un DVD de lecture labiale, projet avec la Fondation, réalisé par des intervenants du programme adulte et du programme aîné. Le but du DVD est de permettre aux usagers suivis en orthophonie de pratiquer la lecture labiale à la maison entre les thérapies. Cet outil leur permettra d'améliorer leur habileté en lecture labiale de façon autonome à la maison. Afin de réduire l'attente pour les suivis individuels en psychoéducation et en éducation spécialisée, une offre de groupe a vu le jour au programme Langage et troubles de traitement auditif et donne des résultats fort intéressants.
Une nouvelle modalité de service en groupe pour les adultes et aînés du programme Surdicécité a été offerte au cours de l'année 2012. 2 groupes de stratégie de communication pour la clientèle sourde-aveugle communiquant oralement. Des intervenants de l'équipe multidisciplinaire provenant de l'IRD et de l'Institut Nazareth et Louis Braille ont participé à l'animation à tour de rôle. Les services psychosociaux de première ligne et le continuum de services en santé mentale a revu son offre de services et poursuit ses démarches pour favoriser l'accès et développer la continuité et la complémentarité des services au sein du réseau de la santé et des services sociaux pour la clientèle sourde gestuelle ou nécessitant une adaptation de la communication. Finalement, réalisation par les programmes d'activités, conférences, rencontres ou d'outils, articles, grilles de dépistage, etc. Mise à jour des dépliants, programmes et services dont l'objectif vise la promotion des activités de réadaptation des partenaires et de la population et ainsi mieux rejoindre la clientèle qui peut avoir besoin de nos services. En lien avec les partenaires, la mise en place de rencontres avec les référents de l'Hôpital de Montréal pour enfants, de la Cité de la santé de Laval, du Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine, du Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, avec les programmes 0-12 ans, 12-25 ans et Surdicécité. Révision des modalités de service offerts à la clientèle scolarisée utilisatrice de la LSQ en collaboration avec les intervenants concernés et les écoles spéciales de la Commission scolaire de Montréal, complétée par une démarche auprès des centres de réadaptation régionaux de résidence des jeunes pour assurer une complémentarité de services lorsque requis. Des pratiques collaboratives plus formelles ont été actualisées avec la clinique de pédopsychiatrie de Jean Talon et l'école Chomédé de Maisonneuve, notamment pour la clientèle ayant un trouble de langage. En collaboration avec l'Association des implantés du Québec, l'AICQ, activités sous forme de 5 à 7 pour la clientèle, Ma vie avec l'implant, pour souligner la Journée nationale de l'implant. Représentation de la déficience auditive dans l'évaluation des différents livrables du nouveau logiciel de facturation ISAT, et représentant au comité directeur ISAT de l'Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec, AERDPQ. Entente formelle de collaboration en discussion avec le C3S Cœur de l'Île dans le soutien à l'intervention auprès de la clientèle adulte ayant des problèmes d'acouphènes dérangeants. Poursuite du projet Confab, qui est un bon exemple de travail en partenariat public et privé en intégration socio-professionnelle. À la demande de la clientèle sourde-aveugle, un partenariat a été développé avec le YMCA Hochelaga Maisonneuve pour l'intégration de 11 adultes et aînés sourds-aveugles à des activités sportives et communautaires. Une contribution aux travaux d'accès à l'information sur la dysphasie, la surdité et le bégaiement pour le nouveau site web de l'OPHQ a été effectuée. Finalement, rencontres et échanges réguliers avec la direction, les gestionnaires, les coordonnateurs professionnels et des intervenants avec le milieu associatif et les organismes sans but lucratif, RQPA, ADSMQ,
l'AICQ, l'ETAP, etc., œuvrant auprès de la population ayant une surdité ou un trouble de langage, favorise le partage d'informations, d'orientation et de visions communes sur les besoins de la clientèle. En toute fin, vous trouverez dans les pages qui suivent des informations sur les résultats des activités de la Direction des services professionnels et de réadaptation, notamment en ce qui concerne la clientèle desservie. Nous sommes cette année encore très fiers des résultats obtenus et des travaux réalisés au cours de l'année 2012-2013. Ce fut une année de grands défis, notamment dans un contexte d'optimisation, mais les équipes ont su s'appuyer, encore une fois, sur les valeurs qui guident les actions à l'IRD, soit l'engagement, l'ouverture, la qualité et le partage, pour réaliser l'ensemble de ces actions. Effectivement, ces résultats ne pourraient être aussi impressionnants sans la contribution du personnel de l'IRD envers la clientèle, les partenaires et la communauté, mais aussi au sein de l'organisation en soutien aux collègues. Merci à chacun de vous qui, jour après jour, avez le souci constant d'offrir un service de qualité en réponse aux besoins de la clientèle. Direction de la qualité, de l'évaluation et des activités universitaires. Dans toute démarche d'amélioration continue, les processus d'évaluation deviennent des repères périodiques importants pour réajuster les gestes posés auprès des usagers. Nos activités dans ce secteur en 2012-2013 ont été importantes. Nous avons vécu notre 4e processus d'agrément et mis en place des échanges et travaux d'écriture de programmes clientèle et d'évaluation de programmes avec quelques équipes. L'implantation de la démarche centrée sur la personne, inspirée du modèle Plan Tree, s'est aussi poursuivie. Enfin, d'autres activités essentielles au maintien et au développement de la qualité ont aussi eu cours. Elles sont liées à la gestion des risques, au bon fonctionnement du comité local d'éthique clinique, au suivi de certains dossiers pour le comité de vigilance et de la qualité, au suivi du plan d'amélioration de l'agrément 2008-2012, ainsi qu'à l'implication dans divers groupes de réseautage ou de tâches du réseau de la santé et des services sociaux avec les réseaux universitaires intégrés de services de Montréal, l'AERDPQ et l'Agence de Montréal. L'ensemble de ces actions a été réalisé en collaboration avec les autres directions et en tenant compte des nombreux enjeux auxquels l'Institut Raymond Dewar et l'ensemble du système de santé ont été confrontés durant cette période. Démarche d'agrément 2013-2017. Mai 2012 marque la fin de la dernière année d'application du plan d'amélioration de l'agrément obtenu en 2009. L'atteinte des résultats du plan d'amélioration a fait l'objet d'un suivi auprès du conseil d'administration et du conseil multidisciplinaire et a fait partie des points statutaires discutés en comité de direction et en comité de gestion jusqu'en juin 2012. La 4e démarche d'évaluation s'est amorcée le 31 mai et a été complétée le 31 mars 2013. Au total, une 40aine d'employés ont contribué de près ou de loin à l'ensemble de la démarche. L'IRD a été agréé en février 2013. Le taux global de satisfaction chez les usagers a augmenté et nous avons aussi obtenu de meilleurs résultats qu'en 2009 sur tous les indicateurs liés à la mobilisation du personnel.
Ces résultats ont été transmis à l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, ainsi qu'au ministre et aux ordres professionnels selon les exigences légales. Les résultats des évaluations clientèle sont disponibles sur le site Web de l'établissement. Cette période d'accréditation s'étend donc de février 2013 à février 2017. Vous trouverez en annexe de ce document les objectifs et moyens de réalisation de l'an 1 qu'on retrouve aux pages 21 à 25. Élaboration des programmes clientèle et démarches d'évaluation de programmes. Des démarches pour réaliser les programmes clientèle sont en cours avec la collaboration de la Direction des services professionnels et de réadaptation, notamment auprès des équipes des programmes adultes et sourds gestuels. Une démarche d'évaluation de la programmation a aussi été amorcée au programme aîné. Cette démarche vise à évaluer certains éléments d'implantation du programme et les effets d'une activité de groupe visant l'augmentation du nombre d'aînés qui demandent de l'aide dans nos services auprès de nos partenaires du réseau. Implantation de l'approche Plantree. En mai 2012, les travaux issus de la cueillette de données dans le cadre du Café des valeurs ont été diffusés à l'ensemble des employés. Une aide-mémoire a été transmise à tous les employés. Près de 800 énoncés sont résumés en une trentaine de comportements ciblés, regroupés sous 5 catégories de comportements. 1. Être disponible. 2. Favoriser les contributions. 3. Faire ensemble. 4. Développer les savoirs. Et 5. Avoir de bonnes pratiques professionnelles. L'année 2012-2013 a été une année de grande activité pour le comité stratégique puisqu'il a été appelé, tel qu'il est prévu à son mandat, à remplir les fonctions du comité d'agrément. Ce comité a tenu 6 rencontres cette année, dont 4 ont servi aux tâches d'agrément. En mai et juin 2012, les membres du comité stratégique ont débuté une démarche pour convenir de leurs règles de fonctionnement, ont partagé différentes informations sur les principes de base reliés à l'approche, ainsi que sur les activités du réseau Plantree Québec. Par ailleurs, avec l'appui d'une subvention de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, l'équipe de la Direction de la qualité de l'évaluation et des activités universitaires, en collaboration avec les autres directions, a pu mettre de l'avant le projet pilote Plantree Agrément. L'IRD y voyait une occasion d'efficience et une opportunité d'intégration de 2 démarches qualité. Telles que planifiées, les sommes obtenues nous ont permis de profiter du soutien des conseillères du réseau Plantree Québec. Chacune des phases du processus d'évaluation proposé par le Conseil québécois d'agrément a été ajustée pour y intégrer des éléments Plantree. Nous vivons actuellement la dernière phase du projet pilote, celle de la réalisation d'un plan intégrateur pour l'IRD et d'un plan de communication pour diffuser ce plan dès septembre 2013. Il a été possible de diffuser l'avancée de nos travaux au Congrès international Plantree en octobre 2012. En octobre 2012, l'IRD a bénéficié d'une visibilité internationale en participant à la table promotionnelle du Congrès international Plantree 2013,
Des affiches et objets promotionnels ont été distribués aux congressistes à Palm Desert. Autre dossier de la direction. Comme l'an dernier, la directrice de la qualité et de l'évaluation a aussi agi à titre de présidente du comité local d'éthique et comme gestionnaire de risque pour coordonner les activités du comité de gestion des risques. Entre septembre et décembre 2012, à la demande du comité des usagers, elle a présidé les élections du comité des usagers de l'IRD. Notons, en terminant, que le quotidien de l'équipe de la direction a été marqué par un ensemble d'événements demandant des adaptations diverses à tous les membres de notre direction. D'abord, du côté de la recherche, c'est avec un grand plaisir qu'un nouveau chercheur, Dr. Kenneth Southall, s'est joint à l'équipe à titre de chercheur d'établissement. En fin d'année, suite au départ du docteur Tony Leroux, responsable du site CRIR IRD, Dr. Eileen Tordardottir, chercheur régulier de notre site, issu de l'Université McGill, a accepté de prendre la relève. Finalement, une agente de programmation, de planification et de recherche a joint l'équipe à raison de 3 jours par semaine pour prêter main forte à l'équipe de recherche. Grâce à l'importance accordée à la qualité par l'ensemble des employés, par les gestionnaires et par les instances de l'IRD, l'année 2012-2013 fut une année très active sur tous les plans. Elle le sera également en 2013-2014, où le développement et l'évaluation de plusieurs programmes clientèle, l'amélioration continue de la qualité des services aux usagers sous l'angle de leur satisfaction, la mise en place des activités pour obtenir une accréditation Plantree, les rapprochements cliniques-recherche, le partage et l'appropriation de nouvelles connaissances et de meilleures pratiques, la poursuite du développement du site IRD-CRIR seront des enjeux primordiaux de cette direction. Recherche. Ce secteur a subi un changement majeur de direction en 2012-2013, passant sous l'autorité de la nouvelle direction de la qualité, de l'évaluation et des activités universitaires. Par conséquent, la directrice de la DQEAU, Agathe Frenette, devient membre permanent du comité de la recherche. Le comité de la recherche s'est réuni à 4 reprises au cours de la dernière année. Tony Leroux, responsable de la recherche du site IRD au sein du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation, le CRIR, préside les activités du comité de la recherche. Louise Comtois, coordonnatrice de la recherche et de l'enseignement, agit à titre de secrétaire du comité. Au cours de l'année 2012-2013, le comité de la recherche a procédé à l'analyse de la convenance institutionnelle de 15 nouveaux projets de recherche. Les responsables de la recherche assurent actuellement le suivi de 16 projets de recherche en cours amorcés dans les années antérieures. Par ailleurs, 17 cliniciens de l'IRD ont été impliqués dans l'un ou l'autre des projets et comités reliés à la recherche. Le projet de recherche « Caractérisation des effets et des manifestations de l'autostigmatisation associée à la déficience auditive chez les aînés », présenté par l'équipe de recherche formée de Jean-Pierre Gagné,
chercheur principal, et des co-chercheurs Martine Lagacé, Tony Leroux et Kenneth Southall, a reçu une subvention du ministère de la Famille et des Aînés de près de 300 000 $ sur 3 ans. Le projet est parrainé par la Fondation Surdité et Communication de l'IRD. Les responsables de la recherche ont aussi procédé au recrutement d'un chercheur régulier d'établissement, Kenneth Southall, dont on a cité le nom au paragraphe précédent. Ses intérêts de recherche sont la stigmatisation associée aux problèmes de santé liés à l'âge, l'impact sur la gestion des problèmes de santé, l'impact sur l'utilisation de technologies d'assistance et les approches utilisant l'ethnographie visuelle. Au cours de l'année écoulée, les membres du comité de la recherche ont révisé la politique de la recherche de l'IRD, qui datait de 2010. Ils l'ont mise à jour et déposée ensuite au conseil d'administration pour adoption en janvier 2013. Les responsables de la recherche ont également poursuivi leur rencontre pour mettre sur pied le 2e colloque international de réadaptation sur la surdité, la surdicité et les troubles du langage et de l'audition, qui a eu lieu en mai 2013. Le comité organisateur se réunira régulièrement tout au cours de l'année. Dans le même esprit, et pour faire suite aux journées scientifiques annuelles précédentes, un sous-comité du comité de la recherche s'est formé afin d'organiser et présenter une 2e journée thématique annuelle sur le thème « Nouvelles perspectives dans le domaine de la réadaptation des adultes et des aînés vivant avec une déficience auditive acquise », les 29 et 30 novembre 2012. Ce fut une formation clinique de 13 heures, répartie sur 2 jours, qui a présenté un survol des nouvelles perspectives dans le domaine de la déficience auditive acquise à 35 participants internes et externes. Les objectifs des responsables de la recherche pour la prochaine année 2013-2014 se retrouvent à la page 27 du rapport annuel. Aussi, les membres du comité de la recherche et les membres du sous-comité de l'évaluation de la convenance institutionnelle se retrouvent à la page 28 du rapport. Enseignement. Ce secteur a subi un changement majeur de direction en 2012-2013, passant sous l'autorité de la nouvelle direction de la qualité, de l'évaluation et des activités universitaires. Cela a aussi fait en sorte de modifier le poste de l'agente administrative en fonction. Les stages. L'IRD a accueilli 45 étudiants de 11 disciplines différentes, totalisant 967 jours de stage, ce qui représente une augmentation de 171 jours de stage de plus par rapport à l'an dernier, soit 21,48 %. Pour connaître les détails, vous référez au tableau d'information qu'on retrouve à la page 29 du rapport. En cours d'année, nous avons poursuivi nos contacts auprès des diverses facultés universitaires et collégiales afin d'échanger et de nous faire connaître comme un milieu de stage professionnel et stimulant. Aussi, il y a eu dépôt de l'avis sur l'identification des conditions favorables à l'accueil et à la réalisation de stages à l'IRD des personnes vivant avec une surdité par le comité de réflexion
sur les conditions favorables au stage auprès de l'exécutif du conseil multidisciplinaire. Parallèlement à ces réflexions, nous avons poursuivi notre participation auprès de l'Agence de la santé des services sociaux de Montréal dans le cadre des travaux du groupe de travail sur les indicateurs de performance de la table de concertation multidisciplinaire régionale sur la gestion prévisionnelle des stages dans les domaines psychosocial, de réadaptation et pour les technologies. L'enseignement. Ce secteur a continué à prendre de l'ampleur puisque plusieurs intervenants de différentes disciplines ont accepté de dispenser des cours tant au niveau universitaire que collégial. Ainsi, parmi le personnel, 40 intervenants ont dispensé des cours dans le cadre de différents programmes d'études offerts par des maisons d'enseignement pour un total de 172,75 heures, ce qui représente une augmentation de 16,33 % par rapport à l'an dernier. Depuis 2009, nous participons activement au Comité de coordination de l'enseignement du Consortium des établissements de réadaptation exploitant un institut universitaire formé par l'ensemble des coordonnateurs de l'enseignement des établissements du CRIR. Nos objectifs pour l'année 2013-2014. Réviser la politique de l'enseignement et de diffusion des connaissances de l'IRD. Rédiger un document d'orientation qui sera déposé au comité de direction pour soutenir les employés superviseurs dans l'accueil des stagiaires, document qui identifiera les mécanismes de soutien et d'encadrement à mettre en place. De le déposer ensuite au conseil exécutif du conseil multidisciplinaire et le diffuser. De travailler en étroite collaboration avec le service des ressources humaines concernant la mise sur pied d'un programme d'accueil pour les nouveaux employés et les stagiaires. Poursuivre notre participation aux différents salons de l'emploi ou de carrière et profession afin de présenter les différentes offres de stage de l'IRD. Poursuivre la tournée des différentes facultés universitaires et collégiales afin de nous faire connaître comme milieu de stage et d'enseignement. Continuer à augmenter nos offres de stage dans les domaines psychosociaux tels que la psychoéducation, la psychologie, le travail social et l'éducation spécialisée. Finaliser l'entente avec l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal quant à l'application en supervision par nos intervenants au sein de leur clinique universitaire. Poursuivre notre implication dans le comité de coordination de l'enseignement du Consortium des établissements de réadaptation exploitant un institut universitaire. Finalement, poursuivre notre implication au sein de la table de concertation multidisciplinaire régionale pour la gestion prévisionnelle des stages mis sur pied par l'Agence de la santé et les services sociaux de Montréal. Formation. La loi 100 étant toujours en vigueur, la pression financière joue de façon importante sur la capacité de l'organisation à investir dans la formation de son personnel, puisque les budgets font l'objet d'une coupure de 25 % depuis maintenant 4 ans. En 2012-2013, on a investi du temps sur l'implantation du logiciel de formation de la suite Logibec. Une intervenante du service du personnel a été formée et a procédé à la mise en place de la structure et des données opérationnelles
touchant la formation. De plus, 2 procéduriers touchant la formation individuelle et de groupe ont été élaborés pour soutenir les intervenants dans la préparation et le suivi de ces activités. Des rencontres régulières du comité de formation permettent des échanges constructifs autour des différents sujets de formation avec l'instance syndicale. La préoccupation des parties demeure importante quant au budget disponible, celui-ci ayant été épuisé depuis plusieurs mois avant la fin d'année financière. On s'interroge sur la possibilité que certaines formations soient financées par l'Agence à même leur programme général. Au cours de la dernière année, les principales formations de groupe pour le personnel clinique et administratif ont été les suivantes: prévention suicide et formation sentinelle, morpho-syntaxe, le système vestibulaire, sensibilisation en entretien motivationnel, santé sexuelle et vulnérabilité au VIH, sensibilisation au processus de production du handicap, le PPH, formation secourisme sur défibrillateur, intervenir auprès d'un usager difficile, la réadaptation d'un enfant de 6 mois à 2 ans d'âge et logiciels de formation et entrepôt de données. Par ailleurs, les gestionnaires de l'organisation ont eu accès aux formations suivantes: co-développement, communication efficace en réunion. En terminant, soulignons la volonté organisationnelle de relancer la formation Oméga en privilégiant l'approche de formation des formateurs ainsi que la mise sur pied en 2013-2014 du comité chargé de revoir l'ensemble des formations lors de l'intégration d'un nouvel employé. Conseil multidisciplinaire. Le Conseil multidisciplinaire est un forum professionnel qui exerce une fonction conseil auprès de la direction générale et du conseil d'administration de l'IRD. Composé de l'ensemble des intervenants qui occupent à l'IRD des fonctions reliées directement au service du réseau de la santé et des services sociaux, à la recherche ou à l'enseignement, le Conseil vise notamment l'amélioration de la qualité de la pratique professionnelle, la distribution appropriée des soins et services dispensés par les membres et l'évaluation et le maintien des compétences de ses membres. On retrouve à la page 33 du rapport le nom des membres de l'exécutif du Conseil multidisciplinaire. Le CECM, Conseil exécutif du Conseil multidisciplinaire, s'est rencontré pour 9 réunions régulières au courant de la dernière année. À quelques reprises, des invités se sont joints aux rencontres. Le comité exécutif s'est penché sur les thèmes suivants: transfert des connaissances et de l'expertise, médias sociaux et nouvelles technologies, collaboration interprogramme. En plus des thèmes de discussion, le CECM a fait le suivi de sujets discutés pendant l'année 2011-2012, a formulé un avis concernant le programme d'accueil et d'intégration des nouveaux employés à l'IRD, a formulé un avis également concernant la volonté de former un comité ad hoc concernant le transfert des connaissances à l'IRD, a entériné l'avis du comité ad hoc sur l'identification des conditions favorables à l'accueil
et à la réalisation de stages à l'IRD des personnes vivant avec une surdité, a maintenu des liens avec différents comités de l'IRD, a désigné un membre du conseil multidisciplinaire, au conseil d'administration et au comité de la recherche de l'IRD, a collaboré par la participation d'un membre du CECM au comité de suivi sur la restructuration, au comité stratégique et d'agrément et à la commission multidisciplinaire régionale. Finalement, il a préparé la journée multidisciplinaire. Comité local d'éthique clinique. On retrouve à la page 35 du rapport le nom des membres du comité local d'éthique clinique. En 2012-2013, les membres ont tenu 5 rencontres. Au plan d'action, 2 objectifs. 1. Travailler à l'appropriation de la question éthique par les membres du comité local d'éthique. Et 2. Sensibiliser l'ensemble des intervenants cliniques au soutien que peut leur apporter le comité local d'éthique. Les membres du comité ont retenu les services de Mme Marianne Dion-Labrie, éthicienne, membre du comité provincial d'éthique de l'AERDPQ, dans l'optique d'un soutien ponctuel pour affiner les compétences en matière d'éthique des membres du comité local d'éthique. La tournée éthique dans les programmes et services de l'année précédente a porté fruit cette année, puisque le comité a répondu à 3 demandes de consultation ponctuelles soumises par des intervenants des programmes Langage et Aînés et de la clinique de programmation de l'implant cochléaire. Les membres du comité ont aussi pu profiter de 7 heures de formation en éthique portant sur différents aspects, soit notamment la distinction entre un problème éthique, juridique, déontologique et organisationnel, les outils d'analyse les plus adéquats dans notre contexte de réadaptation et la production de rapports pour donner suite aux consultations ponctuelles. En 2013-2014, le comité local d'éthique entend poursuivre ses activités de sensibilisation et de consultation auprès des équipes. Le comité devra aussi se pencher sur la modification de certaines de ses règles pour assurer un meilleur fonctionnement du comité. Comité des usagers. Le présent rapport a pour but de vous faire connaître le fonctionnement du comité des usagers de l'IRD et ses principales réalisations en 2012-2013. Il est le gardien des droits des usagers et un des porte-paroles importants auprès des instances de l'établissement. Nous vous référons à la page 36 du rapport pour connaître le nom des membres du comité des usagers. Mandat et fonctions. La durée du mandat est de 3 ans. En vertu de l'article 212 de la loi, ses fonctions sont les suivantes. Renseigner les usagers sur leurs droits et obligations. Promouvoir l'amélioration de la qualité des services. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l'égard des services obtenus de l'établissement. Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ou à la demande d'un usager, ses droits et intérêts en tant qu'usager auprès de l'établissement ou de toute autre autorité compétente. Et finalement, accompagner et assister sur demande un usager dans toute démarche qu'il entreprend, y compris lorsqu'il désire porter plainte. Nous vous référons à la page 37 du rapport pour connaître le nom
des représentants au conseil d'administration et à divers comités. Le comité des usagers a tenu 7 réunions régulières dans l'année. Une évaluation du Centre québécois d'agrément a rencontré les membres du comité le 23 janvier 2013. Nous vous référons à la page 37 du rapport pour connaître les présentations des 7 réunions régulières qui se sont déroulées au cours de l'année pour le comité des usagers. Demande d'aide, insatisfaction et plainte. Le comité des usagers n'a reçu que des demandes d'aide, aucune plainte. Dans nos boîtes à commentaires, des remerciements d'une maman à des employés du programme Langage troubles de traitement auditif pour les services rendus à son enfant et un mot d'insatisfaction face à l'attente pour avoir un service. Nous vous référons à la page 38 du rapport pour connaître les diverses représentations que le comité des usagers a actualisées. Les objectifs pour 2013-2014. Travailler en partenariat pour faire avancer le rôle d'instance consultative auprès de la direction et des gestionnaires lors de l'évaluation des programmes et des services. Collaborer au sondage annuel de satisfaction de la clientèle, préparation, analyse des résultats, recommandations et suivi. Faire mieux connaître le rôle et les réalisations du comité auprès des usagers et du personnel. Réviser nos statuts et règlements à la suite des élections de 2012. Inviter des intervenants de diverses disciplines à nous présenter leur travail de réadaptation auprès des clients. Et finalement, mettre à jour la page du comité sur le site Internet de l'IRD. Pour terminer, un mot de la présidente du comité des usagers, Mme Pierrette Arpin. Suite aux élections pour le renouvellement des membres tenus en décembre, nous avons 2 nouveaux membres. Nous formons une très belle équipe et j'en suis très fière. En plus d'être toujours présents aux réunions, ils participent au débat dans le respect. Merci aux membres qui représentent le comité dans divers comités internes de l'IRD. Merci à Karine Bénard pour son beau travail de secrétariat. Un merci à Mme Maryse Saint-Onge pour sa participation à toutes nos réunions. Un merci tout spécial à Mme Agathe Frenette, notre présidente des élections 2012. Les présentations aux réunions sont très appréciées des membres. Elles nous permettent de connaître le beau travail des gestionnaires et des intervenants auprès des clients. Merci d'avoir accepté si généreusement nos invitations. Merci finalement à toutes les personnes de l'IRD qui nous apportent soutien et aide dans la réalisation d'un objectif commun, soit l'amélioration continue de la qualité des services dispensés aux usagers de l'établissement. Comité de gestion des risques. Nous vous référons à la page 39 du rapport pour connaître le nom des membres du comité. Activité en 2012-2013 du comité de gestion des risques. Le nombre d'incidents et d'accidents déclarés cette année a augmenté comparativement au nombre de l'an dernier, passant de 7 à 14 incidents ou accidents. Cette augmentation ne peut qu'être vue comme un progrès quant à la préoccupation grandissante des employés pour la sécurité des usagers et du personnel. De plus, il semble que les employés de l'établissement sont plus familiers avec les concepts reliés à la gestion des risques, puisque la très grande majorité des déclarations sont retenues en gestion de risque, contrairement à l'année dernière. Les membres du comité se sont rencontrés à 3 reprises cette année,
À la lumière des déclarations produites par le personnel de l'IRD, ils ont analysé différents événements. 4 types d'événements ont été rapportés. Problèmes reliés au processus de cheminement du dossier entre programme et service ou à l'intérieur d'un programme causant des délais de service. Problèmes reliés à la confidentialité. Problèmes reliés à la sécurité du matériel d'activité ou à la sécurité physique des lieux. Tous les événements ont reçu un suivi approprié de la part des gestionnaires et des intervenants concernés. Les autres activités du comité en 2012-2013, en lien avec la surveillance des risques d'accidents ou d'incidents, sont les suivantes. Suivi des alertes de Santé Canada. 4 avis concernant des jouets jugés à risque ont été transmis au personnel concerné. Formation de l'Agence pour la gestionnaire de risque relativement aux modifications apportées par le ministère en matière de sécurité de la prestation de services. 2 activités de formation de groupe en mai et juin 2012 ont été offertes aux nouveaux employés désireux de recevoir une mise à jour de leurs connaissances en matière de gestion de risque. Au total, 32 employés ont profité de cette formation. Aussi, révision de la liste, identification des risques potentiels pour l'IRD, suivi relatif aux événements rapportés avec la direction concernée et les suivis au comité de vigilance par la présidente. En 2012-2013, conformément aux objectifs du plan d'amélioration de la qualité, le comité poursuivra ses activités de sensibilisation et de formation et verra à mettre en place quelques activités d'intégration en gestion des risques. Comité de vigilance et de la qualité. Le comité a tenu 4 réunions entre mai 2012 et février 2013. Différents dossiers ont été discutés en matière de qualité des services, du respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs plaintes, tel qu'il est prévu au chapitre des responsabilités du comité de vigilance et de la qualité. Le comité a aussi revu ses règlements en vue de les faire adopter par le conseil d'administration. À cet effet, nous vous référons à la page 41 du rapport qui indique les modifications apportées. Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services. Au cours de l'année 2012-2013, 3 plaintes ont été transmises au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de l'Institut Raymond Dewar, Mme Lynne Gargano. Les objets de plainte sont catégorisés de la manière suivante. La qualité des services, relations interpersonnelles, insatisfaction à l'égard d'un organisme privé, système téléphonique. Aucune mesure d'amélioration n'a été acheminée aux instances concernées, puisque les enquêtes ont démontré que des solutions et améliorations étaient déjà en place ou prévues par l'établissement. Un bilan des plaintes est communiqué au comité de vigilance pour fin de suivi, et c'est là 4 fois par année. L'utilisation de la grille de suivi nous permet un suivi efficace des recommandations. Je suis très satisfaite des rencontres du comité de vigilance et je profite du moment pour remercier tous ses membres. Les 3 plaintes ont été formulées par l'usager lui-même et traitées dans le délai prescrit de 45 jours. Le commissaire peut aussi prêter assistance à des usagers et à des intervenants qui lui en font la demande. Pour la période qui nous intéresse, 2 demandes d'assistance ont été formulées au bureau du commissaire.
Concernant les autres tâches du commissaire, notons plusieurs journées de formation organisées par l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal ou bien par l'AERDPQ. Il est à noter également qu'une page web sur le site de l'IRD est maintenant consacrée au régime d'examen des plaintes. Un texte expliquant la démarche ainsi qu'une capsule vidéo en LSQ s'y retrouve. Permettez-moi cette année encore de remercier chaleureusement les membres du comité de vigilance et par le fait même le conseil d'administration pour leur soutien et leur confiance. Un merci spécial au personnel de l'établissement pour son implication et sa collaboration. Direction du personnel, du soutien et du développement organisationnel. L'année 2012-2013 sera sans doute considérée comme une année charnière dans la vie de notre organisation. En effet, de multiples facteurs sont venus influencer de façon considérable les actions entreprises au niveau de notre direction. D'importants dossiers organisationnels tels que la démarche d'agrément, la planification stratégique, la planification clinique, ainsi que la réorganisation du secteur de la déficience physique montréalais, ont fortement sollicité les membres de l'équipe, mais tout spécialement les finances et le service du personnel. De plus, l'année financière a été marquée par des compressions financières majeures qui ont privé l'organisation de revenus d'environ 350 000 $. Ces compressions ont été effectuées à différents niveaux de l'organisation. Cependant, les travaux entrepris depuis quelque temps sur l'amélioration de la performance ont permis non seulement de maintenir le niveau des activités, mais également d'entrevoir la possibilité d'améliorer l'efficacité et l'efficience de nos services à la clientèle. Par ailleurs, il est important de noter que la reddition de comptes poursuit son envolée et qu'elle pourrait menacer, si cela ne cesse d'augmenter, la qualité des services offerts par notre direction. En effet, depuis les 2 dernières années, tous les services ont été affectés par une augmentation importante de la reddition de comptes. Que ce soit les finances, le personnel ou l'approvisionnement, on peut facilement mentionner que la reddition de comptes a facilement doublé. Au niveau informatique, la situation est encore plus alarmante. Nous espérons que les démarches associatives entreprises depuis 1 an à ce sujet porteront fruit. Pour la suite du rapport, nous vous référons aux pages 44 à 47 qui offrent un détail élaboré sur les objectifs et résultats de la DPS-DO. Ressources humaines. Au niveau du personnel, on compte un total d'équivalents en temps complet de 184,5 personnels. Au niveau de l'équipe volante, on retrouve un total de 13,4 personnes postes équivalent temps complet. Pour vérifier tous les détails concernant le tableau de distribution du personnel, nous vous référons à la page 48 du rapport. Ressources financières. L'état des résultats, dont l'exercice s'est terminé le 31 mars 2013, nous indique, au niveau des activités principales, un surplus de 47 678 $. Toutefois, au niveau des activités dites accessoires, on observe un déficit de 45 955 $, ce qui nous amène à un surplus total de 1 723 $. Pour observer les détails des informations concernant l'état des résultats des ressources financières, nous vous référons à la page
49 du rapport. État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant. Ce nouveau rapport, qui est constitué par un tableau d'informations, se retrouve à la page 50 du rapport où nous vous référons pour en connaître les détails. Déclaration de fiabilité des états financiers. Les états financiers de l'Institut Raymond Dewar ont été complétés par la direction qui est responsable de leur préparation et de leur présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui respectent les normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que les particularités prévues au manuel de gestion financière édicté en vertu de l'article 477 de la Loi sur les services du réseau de la santé et des services sociaux. Les renseignements financiers contenus dans le reste du rapport annuel de gestion concordent avec l'information donnée dans les états financiers. Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire. Celui-ci fournit l'assurance raisonnable que les biens sont protégés, que les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles permettent de produire des états financiers fiables. La direction de l'Institut Raymond Dewar reconnaît qu'elle est responsable de gérer ses affaires conformément aux lois et règlements qui la régissent. Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité de vérification. Ce comité rencontre la direction et l'auditeur, examine les états financiers et en recommande l'approbation au conseil d'administration. Les états financiers ont été audités par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, dûment mandatée pour ce faire, conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Son rapport expose la nature et l'étendue de cet audit, ainsi que l'expression de son opinion. La firme Raymond Chabot Grant Thornton peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité de vérification pour discuter de tout élément qui concerne son audit. Et c'est signé Maryse Saint-Onge, directrice générale, et Luc Labrosse, directeur des ressources financières. Les perspectives pour 2013-2014. La planification stratégique de l'Institut, 2012-2015, a été déposée auprès de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, et ce, tel qu'entendu, le 11 février 2013. D'autre part, le plan d'amélioration continue de la qualité a été déposé au Conseil québécois d'agrément en décembre 2012. Par souci de cohérence organisationnelle et d'efficacité, l'intégration des deux plans a été réalisée pour mieux mobiliser nos efforts, cibler nos priorités et appuyer le travail du quotidien sur des objectifs visant les usagers, le personnel et nos partenaires. Objectif 2013-2014. Concernant les usagers, contribuer au développement de la trajectoire de service qui fait une différence positive pour la clientèle de tous âges ayant reçu un implant cochléaire. Investiguer les besoins de la clientèle et intégrer les meilleures pratiques pour bonifier l'offre de services de réadaptation spécialisée et surspécialisée pour la clientèle sourde gestuelle.
Optimiser l'offre de services à la clientèle par la clarification des rôles et responsabilités des acteurs et en fonction des résultats de l'évaluation annuelle de la satisfaction des clients. Aménager les lieux et les pratiques pour favoriser un environnement accueillant, confortable et sécuritaire pour tous. Susciter et faciliter la participation des usagers, des employés et de la communauté dans les processus décisionnels, organisationnels en lien avec l'organisation des services. Les objectifs en lien avec les partenaires. Investiguer avec les partenaires les causes de l'augmentation de la demande de services hors territoire pour la clientèle sourde gestuelle pour adapter l'offre de services de l'établissement. Bonifier les partenariats actuels pour optimiser la dispensation des services, développer la connaissance du grand public, des partenaires et des clients potentiels quant à l'existence de l'établissement, son offre de services et son engagement qualité. Les objectifs en lien avec les personnels de l'IRD. Préciser les orientations qui faciliteront la prise de décision des membres du personnel concernés à cet égard de la fin des services. Formaliser et concrétiser la structure et les outils servant à la gestion optimale de la qualité et de la performance organisationnelle. Formaliser, diffuser et réaliser l'engagement qualité et performance de l'établissement en tenant compte des besoins évolutifs de la clientèle et en considérant la contribution du personnel, des partenaires et de la communauté. Promouvoir un milieu de travail sécuritaire pour l'ensemble du personnel par la mise en place de mécanismes de prévention et de soutien. Organiser la gestion et le développement des compétences en fonction des besoins évolutifs du personnel. Bonifier la philosophie de gestion en fonction des valeurs organisationnelles pour favoriser l'attraction, l'accueil, l'intégration, le développement et la rétention du personnel ciblé. Voilà qui complète le rapport annuel de gestion de l'Institut Raymond Dewar. Nous allons conclure la présentation de ce rapport avec une présentation brève des activités de la Fondation Surdité et Communication de l'Institut Raymond Dewar. Tout au cours de l'année, les activités de collecte de fonds de la Fondation ont permis, d'abord par la campagne majeure de financement, de totaliser des dons de 121 000 $. Par la suite, la campagne annuelle a permis de cumuler 21 000 $ pour la Fondation. Ces événements bénéfices, en scène 2012 avec l'humoriste Lise Dion, a permis d'accumuler un montant de 40 000 $ auquel s'est ajouté les revenus des profits réalisés lors de l'événement Baigner dans l'ambiance pour un total de 61 000 $. Subventions auprès de l'IRD. Pour l'exercice financier 2012-2013, la Fondation a soutenu différents projets présentés par l'IRD et ainsi a versé des subventions totalisant 51 181 $ à l'endroit des projets suivants. 1. Soutien à la recherche. 2. Projet de recherche portant sur l'analyse des besoins de services des personnes locutrices LSQ présentant des problèmes de santé mentale. 3. Fonds de dépannage. 4. Projet web-télé, grandir avec les mots. 5. Aménagement d'une nouvelle salle adaptée
pour les enfants et adolescents du programme Langage troubles de traitement auditif grâce à un partenariat entre la Fondation Groupe Forget et notre fondation. Sans compter le dynamisme concret et l'enthousiasme du président Steve Forget, dont la générosité nous est connue et tant appréciée. Ceci complète l'ensemble de la présentation. Merci